Je pars aujourd'hui, vous m'avez invité à présenter la question des biens communs, mais surtout la question de la base juridique, la théorie juridique sur les biens communs et par rapport aussi à la crise de la domanialité, à la crise des biens publics et à la narration des biens communs. Et je vais citer un professeur, un historien de droit romain français, Yann Thomas. Yann Thomas, historien de droit romain, déjà directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, qui avait souligné dans ce bouquin Valeurs des choses, les droits romains hors la religion, était publié dans les Annales de l'Histoire Sciences sociales, numéro 6 de 2002, comment dans l'ouvrage Les Institutiones de Gaio, qui était revu dans les Institutiones de Justiniano, on peut déjà trouver les principes d'une sorte de division de choses publiques en choses au niveau patrimonial et choses qui sont extra-patrimoniales, c'est-à-dire dehors du marché. On trouve déjà, comment bien souligné Yann Thomas, la distinction entre bien public en usage public, donc c'est-à-dire en utilisation publique, et bien public en propriété du public. C'est-à-dire une première reconstruction de la première phase du droit romain, c'est-à-dire jusqu'au Principat, on peut déjà individuer la qualité publique du titulaire des biens, surtout dans les principes d'appartenance au peuple romain de tous les territoires qui sont été à l'origine objet de la conquête militaire, c'est-à-dire l'ager publicus. Le peuple à l'époque ne doit être vu comme une sorte d'entité théorique abstraite, mais comme la communauté de tous les citoyens qui vont à exercer une sorte de copropriété sur l'ager publicus, c'est-à-dire bien public en utilisation, en usage public. Donc, c'était déjà affirmé de plus en plus la tendance à transformer l'ager publicus in agri divisi et assignati de propriété de particuliers. C'était possible parce que l'ager publicus était géré comme un bien en propriété du public, c'est-à-dire la distinction entre les biens publics en utilisation publique et les biens publics de propriété publique. Avec le Principat, l'administration des biens publics était soumise à un processus d'unification autoritaire dans les mains de l'impérateur, que devient de plus en plus titulaire des biens publics, donc des biens publics en propriété publique. C'est-à-dire, de plus en plus, il devient important l'aspect structurel, c'est-à-dire les rapports entre les dominus et les biens, plutôt que les biens et la fonction que les biens doivent développer par rapport à la satisfaction des droits fondamentaux.
Dans ce sens, je pense que c'est important de structurer, comment était bien souligné par Dardot et Laval dans l'ouvrage de Commune, de la Révolution dans le XXIe siècle. Il faut déstructurer l'opinion qui avait individué les fondements du droit romain, surtout dans la souveraineté du particulier, du propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a la première tendance, comme avait déjà bien souligné Yann Thomas, qu'il y avait des biens publics en utilisation publique plutôt que biens publics en propriété publique. À l'hypothèse selon laquelle doit être un sujet propriétaire, un dominus, à gouverner un ensemble, un monde de choses qui sont à manière naturelle disposées à l'appropriation d'une personne, d'un propriétaire, on peut dire qu'il existe aussi un monde de choses qui sont choses qualifiées, qui sont des choses qui sont plus intéressées, plutôt qu'au dominus, ils sont intéressés à donner des utilités à tous les citoyens qui se rapprochent à ces choses. Il y a donc déjà dans les droits romains un espace dans lequel plusieurs biens publics ils sont plus orientés à la fonction plutôt qu'au régime propriétaire. Il y a des choses qui, en manière naturelle, perdent leur fonction, c'est allontanano, c'est comment dire, s'éloignent dans les dominus. Qui n'ont pas une valeur patrimoniale, mais qui sont surtout utilisés et servant à la collectivité plutôt qu'à l'individu. Donc, dans les biens publics, c'est-à-dire les publics de l'utilisation, les propriétaires se déplacent d'un dominus propriétaire à dominus administrateur. C'est-à-dire qu'ils administrent des choses, mais pas comme propriétaires, mais comme administrateurs. Pourquoi? Parce que l'intérêt principal, c'est de donner des fonctions, les fonctions par rapport à les droits fondamentaux qui se rapprochent à ces biens. Les droits de propriété, donc, de plus en plus, il devient la même chose, c'est-à-dire droit de propriété est la chose dans une optique dominicale propriétaire. Dans la tradition de civil law, les biens, il va à devenir chose, bien et chose. En Allemagne, Sache, il prend aussi le mot chose et bien ensemble. Et dans le lexique de common law, le mot property, il prend tout à fait la notion des biens. Donc, à partir de la Révolution française, et surtout du Code de Napoléon de 1804, l'ambition est surtout de
de faire absorber dans les droits du propriétaire la chose même. Droit de propriété et chose. Domolombe, dans le cours de Code civil 1854, il était le plus net, clair à proclamer, à dire que la propriété est la chose même. Et dans le XIXe siècle, la vision propriétaire publique de l'État administratif français et la vision propriétaire privatistique de la pandétistica, je ne sais pas comment dire en français, pandétistica, Les pandectistes. Fonsavini, pandétistica, romano-germanique, on va toujours à mettre les deux conceptions dominicales des biens publics dans une vision propre du rapport dominical. Donc, soit pour ce qui concerne la dimension publique de la propriété publique, soit pour ce qui concerne la propriété privée. La conception au niveau théorique, c'est la même. Le rapport entre le dominus et les biens, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public. L'exaltation du rapport dominical, soit public que privé, dans les rapports structurels entre le dominus et les biens, comment le meilleur des rapports possibles, il arrive au XIXe siècle, après des théories très importantes, Locke, les physiocrates, les législateurs philosophes, et aussi tous les travaux préparatoires du Code civil, 1804. Tout à fait marginal, il reste la question de la fonction des biens, de la satisfaction, la jouissance, satisfaction réelle que les biens peuvent garantir aux citoyens. J'ai écrit une sorte de instrumentelle réutilisation des techniques du droit romain, mais nous avons démontré que le droit romain, il faut le déstructurer, la conception patrimoniale individualiste, donc une instrumentelle réutilisation des techniques romaines, du droit romain, qui avait déterminé la primauté propriétaire du régime domanial avec, je pense, qui ayant comme conséquence la faiblesse des droits fondamentaux que se rapprochent et bien même. Dans la Constitution italienne de 1948, si par rapport à la propriété privée, il y a une réaction sociale à l'individualisme propriétaire, ça suffit de réfléchir sur les limites qui sont imposées à travers la fonction sociale des biens privés. Sur le plan de la propriété publique, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que l'individualisme possessif et exclusif, il y a toujours deux bases au niveau théorique. D'abord, l'affirmation très forte de la bourgeoisie propriétaire,
qui a déterminé le renforcement de l'État apparat, pas de l'État communauté, de l'État bureaucratique, de dérivation de l'État administratif français. Et donc il y a deux bases. La base qui vient de le renforcement de la bourgeoisie et d'une concession individualiste, mais aussi le renforcement très fort, aussi pendant la période du fascisme en Italie, de l'État organisation, de l'État administratif, de l'État bureaucratique plutôt que l'État communauté. L'affirmation de l'État moderne, et encore plus de l'État-nation, et surtout de la conception de la souveraineté de l'État, on va reconduire, qui on peut reconduire à la catégorie de l'État-personne plutôt qu'à l'État-communauté, qui a contribué, surtout dans la saison de la codification du XIXe siècle, à faire prévaloir la catégorie des biens publics en propriété publique plutôt que les biens publics en utilisation publique. En Italie, la structuration très rigoureuse des fondements du droit public après l'unité, donc dans le XIXe siècle, surtout par les ouvrages de Vittorio Emanuele Orlando, Ranelletti, Zanobini, il a mutué le régime propriétaire dans les grandes catégories de l'école romano-germanique. Et donc, il a pris ces catégories et il a mise dans la catégorie de la démanialité, du démon. Donc, propriété publique et la démanialité. Et toutes les conceptions différentes sur les biens publics sont été absorbées par la propriété publique et par la démanialité. Il y avait des conséquences sur le niveau fonctionnel. Pourquoi? Parce que la dimension des biens publics est de plus en plus orientée au dominus plutôt que la communitas. Et gérée dans le binomie imperium, c'est-à-dire état administratif, et dominus, c'est-à-dire propriétaire, public. Il est très évident que dans la dimension du droit public, cette construction était très influencée par la doctrine juridique allemande, que dans le Deutsche Reich, après la victoire des Sédans, s'impose de plus en plus avec des auteurs comme Gerber, Laband, Jelinek jusqu'à Otto von Meyer. Donc, le statut de la propriété publique en Italie, dans les codes civils, parce que nous avons le statut de la propriété publique dans les codes civils, donc il n'existe pas un code de la propriété publique. Ça, c'est aussi important au niveau symbolique, non? Mais, donc, le statut de la propriété publique dans les codes civils, mais aussi après, dans la Constitution de 1947, le statut, il devient de plus en plus un statut des modèles de démanialité, c'est-à-dire un modèle de biens publics en propriété publique, et qui on va à définir des rapports excludants qui sont toutes mises dans les rapports entre les dominus et les biens. Donc les rapports qui on va lier les dominus aux biens.
Les biens publics dans le Code civil de 1942, ils représentent seulement une catégorie descriptive, mais qu'il n'y a pas effectivement une base solide du régime juridique. Et tous les intéressants débats qui partent dans l'école de Bordeaux, je pense en particulier à la contribution très importante de Léon Duguy, en particulier les transformations générales du droit privé depuis le Code civil de 1912. Et dans la même année, la conférence que Léon Duguy il avait tenue à Buenos Aires, dans laquelle il avait affirmé d'une manière très nette que la propriété n'est pas un droit, elle est une fonction sociale. Tous ces débats dans la doctrine et dans les débats italiens du Code civil 1942 et de la Constitution 1947-48 est absolument marginal. Aujourd'hui, le débat italien sur les fondements juridiques. Il est possible de relever un fondement juridique dans la catégorie des biens communs, comme le souligne la doctrine, de l'ensemble des principes fondateurs présents dans la première partie de notre Constitution. Donc vous ne trouvez pas dans notre Constitution un fondement juridique sur les biens communs. Mais, donc ce n'est cependant pas dans les textes de chaque article de la Constitution qu'on le trouve le meilleur soutien aux biens communs. Mais bien dans sa vision unitaire, depuis les premiers articles, avec la reconnaissance des droits inviolables de l'homme, le plan de développement de la personne humaine, de l'égalité substantielle, jusqu'aux précisions sur la fonction sociale et sur l'intérêt général à propos de la personne. Donc, vous ne trouvez pas un fondement juridique sur les biens communs dans notre Constitution, mais il y a une partie de la doctrine qui pense que dans l'ensemble des principes qui sont surtout dans la première partie de la Constitution, solidarité, égalité, fonction, on peut reconstruire une base juridique. Je pense que c'est particulièrement vrai concernant l'ensemble des principes et des articles qui orientent les biens et les services vers le respect des principes de solidarité et de justice sociale pour la protection des droits fondamentaux et de la dignité humaine, c'est-à-dire l'article 1, 2, 3, 42 et 43. Le statut de la propriété publique, aussi bien dans la Constitution que dans le Code civil de 1942, qui s'est superposé au fil des ans au modèle domanial et plus largement aux biens publics, constituait des rapports d'éviction résultant des rapports subjectifs d'ordre structurel et matériel qui relaient les dominus au bien, à la fonction que les dominus attribuaient au bien. Et les rapports fonctionnels de nature objective, c'est-à-dire biens, droits fondamentaux, se trouvent au second plan et est de toute façon subordonné au premier. Sabino Cassese, c'est un juriste très connu en Italie, mais pas seulement, aussi en France, était juge à la Cour constitutionnelle. Lui-même, dans l'ouvrage qu'il avait écrit Les biens publics, Beni Pubblici, il montre
comment à un moment donné, au cours de l'histoire, on est arrivé à concevoir l'État et les collectivités locales comme des propriétaires des biens grevés des servitudes d'usage destinées à la communauté. Le changement de cas de Giannini, Massimo Severo Giannini, c'était le père universitaire de Sabino Cassese et qui s'occupait aussi des biens publics. Le changement de vision de Giannini, bien souligné par Cassese, autrement dit la décision de redonner au domaine et aux biens publics, surtout aux biens publics, leur fonction authentique et véritable, en tant que bien qui appartient à la communauté des citoyens et ouvert au libre usufruit collectif, n'a évidemment pas été suffisant, l'idée de Giannini 1963, pour empêcher que ces biens soient utilisés et gérés par les dominus selon les logiques d'exclusion typiques du système de la propriété. Et encore, un professeur civiliste de l'école de Bologne, Galgano, Monsieur Galgano, Francesco Galgano, qui avait écrit un ouvrage Les droits privés entre Code et Constitution, 1983, qui remet en cause la plus intime essence du concept bourgeois de propriété en tant qu'unique forme juridique de domination sur les choses, à partir du modèle des propriétés, aussi bien publiques que privées, comme modèle d'exclusion. La réflexion sur les rapports fonctionnels, autrement dit sur les modalités par lesquelles les dominus se rapportent à la nature et à la portée de la fonction de ces biens, à ses limites, mais également à ses responsabilités, peut définir l'action des sujets publics par rapport à la gestion, aux activités d'orientation, de régulation et de contrôle. Concernant le rapport fonctionnel, si l'usufruit du bien domanial, étant donné sa vocation naturelle et pour une exigence liée à l'évolution de la communauté, va au-delà de la simple jouissance du propriétaire public ou de la fonction sociale qui lui est attribuée, mais change dans le processus historique des fonctions pour une destination différente et collective, le propriétaire modifie son statut en passant des faits d'un statut de dominus à celui d'administrateur des biens publics pour la collectivité. Par conséquent, comme déjà souligné par M. Giannini dans 1995, avec beaucoup de lucidité, pour les biens communs, c'est-à-dire pour ces biens domaniaux pour lesquels la fonction l'emporte, les problèmes d'ordre juridique qui se posent ne concernent pas l'appartenance et ne portent pas sur la structure du rapport. Les propriétaires publics restent les titulaires formels du bien, mais sur la fonction, les modalités de jouissance des droits qui se rapportent au bien, qui bien évidemment s'attendent. Cependant, moins de pouvoir pour les propriétaires publics et plus de droits reconnus aux communautés ne signifie pas
nier le rôle du droit public, mais plutôt définir un modèle dans lequel le concept d'État, ou si on préfère des civilisations de l'État, ne soit pas absorbé par un État hypertrophie et vexatoire. Et les concepts de statualité, on dit en France d'État, civilisation de l'État, bon, et les concepts de l'État nous aident à comprendre que l'État n'est pas vocation, parce que nous avons la statualité, les concepts de la statualité, ce n'est pas les concepts de l'État. Le concept de la statualité, c'est un concept philosophique dans lequel il y a l'État communauté, il y a l'État administration, il y a l'État, donc les concepts plus larges. Donc, c'est-à-dire statualité, nous aide à comprendre que l'État n'a pas vocation à être considéré comme une machine autonome et dissociée du contexte social. Il s'agit d'un concept que l'on peut également définir comme l'esprit des institutions et qui s'y rattache au sein profond de la culture civique et à la catégorie de l'intérêt au désintérêt. Et c'est une théorie qui était bien développée dans Helmont, mais aussi de Pierre Bourdieu, dans l'ouvrage sur l'État, cours au Collège de France. La catégorie des biens communs se démarque de celle des biens collectifs ou des biens de propriété collective, comme déjà souligné par Giannini, qui mettait en évidence comment les biens collectifs avaient pour objet les droits collectifs de nature dominicale, c'est-à-dire des biens qui quand même appartiennent à une communauté d'habitants, mais quand même circonscrite et comme exclusive, excludant, égoïste. Au contraire, les biens communs se caractérisent par un rapport qui n'est pas structurel, ni structuré, mais fluide, fonctionnel de la communauté avec ces mêmes biens. Et les biens collectifs, comme les soulignait la doctrine, là je relirai les lectures, je pense que vous venez, peuvent se transformer dans une optique mercantile, commerciale, les biens collectifs, un droit individuel exclusif. Justement parce qu'il rentre dans la sphère de la nature dominicale du rapport, sujet-bien. Rapport qui prend fin dans la structure dominus-bien, même si le propriétaire est un propriétaire collectif. La dimension subjective prime sur les aspects fonctionnels, remettant ainsi en question la dimension sociale même des biens. Et encore Giannini avait souligné comment les biens en propriété collective appartiennent à une catégorie déterminée, qui est la seule, de façon exclusive, à être titulaire d'un droit de jouissance de ces biens, indépendamment, à manière indépendante du droit des générations futures. L'exigence donc d'une nouvelle relecture d'ensemble des biens publics, ainsi que du modèle des démocraties qui les sous-tend, et donc d'aller par rapport aux biens communs matériels, comme nous les avons précédemment identifiés, au-delà de la caractéristique classique de la démanualité, c'est-à-dire d'un modèle juridique qui reconnaît un type classique des rapports subjectifs absolus, la propriété individuelle, au sein duquel
le but du domaine est de satisfaire les exigences propres d'une administration perçue comme subjective, autonome et solitaire. C'est pourquoi, doté de ces caractéristiques, le modèle de la démanualité n'empêche pas la commercialisation de ce qu'on appelle les biens communs matériels. Donc, l'accessibilité et la jouissance sont limitées par des logiques des profits. Par conséquent, plutôt que parler de déclin de la catégorie juridique du domaine, il serait plus opportun parler de limites physiologiques du modèle domanial. Les aspects pathologiques de la propriété, aussi bien publique que privée, se retrouvent dans le fait que la propriété a commencé par une forme de possession illégitime. Il n'y a pas surprenant que la première propriété ait dû être un homme fort, armé, qui défendait ses biens. Là, c'est très intéressant, les réflexions de Samner Mein, les droits anciens. Et donc, limite physiologique du modèle domanial fondée principalement sur les éléments qui caractérisent les rapports structurels dominicains, au sein duquel le binôme souveraineté de l'État, organisation du pouvoir législatif et du pouvoir administratif, et propriété publique, sans limitation ponctuelle d'ordre constitutionnel, le binôme peut user de son pouvoir discrétionnaire pour décider de changer les titres et la destination du bien, processus de déclassement, patrimonialisation, mais également procédure de concession, ou simplement de conserver le binôme souveraineté de l'État, propriété publique, simplement de conserver dans le temps une fonction sociale des biens, attention, qui peut être loin des exigences des communautés qui ont évolué. Donc, par rapport à la transformation des exigences sociales. Il ne comprend pas la transformation des exigences sociales, qui peuvent être très différentes il y a 10 ans que maintenant. Dans cette optique, le cadre des principes constitutionnels tels que nous les avons définis auparavant, bien que de nature prescriptive, n'a pas démontré une capacité de résistance suffisante dans notre système pour empêcher que l'ensemble de caractéristiques faisant la particularité du rapport propriétaire structurel, bien enraciné entre la Constitution et les règles du Code civil, l'emporte sur les rapports fonctionnels visant à satisfaire les droits fondamentaux. Le rapport qui lie l'administration au bien domanial est en substance un rapport de nature propriétaire fondé sur des pouvoirs de jouissance, disposition et utilisation du bien. Cassé s'observe comment ce qu'on appelle la propriété domaniale est en substance, sur le fond, une propriété privée des pouvoirs publics, pour laquelle intervient un acte qui peut priver les secteurs privés de la légitimation à la titularité de la propriété sur ces biens. Un rapport d'une telle nature n'a pas empêché que les pouvoirs de protection, justement alors qu'ils sont prévus par les droits en vigueur en temps utile, article 823 alinéa 2 et 825 du Code civil, ne se réduisent dans l'horizon largement répandu des privatisations.
qui sont commencés en Italie après Maastricht à partir des années 93-94. Des biens qui étaient avant dans la déménalité, dans le secteur public, ils ont été vendus, concessions, mis sur le marché. Le processus de privatisation, mais également l'abus du recours à l'établissement public, gère les concessions domaniales. Le processus de privatisation a déterminé la primauté de la dimension subjective et structurelle du rapport primauté fondé sur un pouvoir discrétionnaire politique et législatif plus fort sans barrière constitutionnelle suffisante. Donc la primauté de la dimension subjective sur la dimension objective et fonctionnelle des biens. Selon une partie de la doctrine, de tels processus auraient même déterminé la transformation de la catégorie juridique des biens publics en biens dont la destination est publique, avec pour conséquence un affaiblissement de la fonction d'origine des biens. Dans le cadre d'un tel rapport, les dominus, même en opposition avec certaines orientations significatives de juges administratifs qu'il y avait, se limitent à déterminer en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire l'intérêt primaire de l'administration publique plutôt que d'agir en tant que représentant de la collectivité, exerçant des pouvoirs sur les biens domaniaux uniquement pour se permettre d'utiliser et de jouir de ces biens le plus pleinement et exclusivement possible. La dimension structurelle, pas fonctionnelle, structurelle du rapport entre dominus et bien propose de nouveau dans le temps l'opposition étroite dans les rapports dominus-bien entre théories collectivistes qui vont jusqu'à affirmer la propriété collective, comme nous l'avons vu, et les thèses favorables à l'existence d'un droit de propriété d'établissement sur les domaines. Les biens communs, au contraire, libérés du modèle domanial, de l'appartenance des biens à un sujet individuel ou collectif, s'y basent au titre juridique, mais pas seulement sur l'actuelle fonction sociale des biens. Proposition liée à des exigences participatives qui viennent du bas, démocratie participative, qui, étant donné qu'ils sont rivaux et épuisables, doivent être gouvernés et gérés en fonction des droits fondamentaux de la communauté qu'il faut satisfaire comme des biens placés en dehors du circuit commercial. Ça, c'est la formulation contenue dans l'article 1, alinéa 3 du rapport de la commission Rodotà, qui était chargée par les ministères 2008, ministère de la Justice, à reformuler les articles des biens publics dans les codes civils. Et la commission Rodotà, il avait travaillé sur ce sujet, il avait approuvé donc le projet de réforme. Il avait consigné ces projets au gouvernement, mais jamais le gouvernement avait approuvé, mais jamais le Parlement a approuvé les projets de réforme du Code civil dans le cadre des propositions de la commission Rodotà, que c'était la première fois qu'il avait introduit la catégorie juridique des biens communs dans les biens publics. La primauté du rapport fonctionnel sur celui des natures structurelles empêcherait des actes de discrétionnarité, conséquence du binôme souveraineté-propriété, imperium dominus, attribuant au sujet public, à travers une dimension du droit public revitalisé, le rôle fondamental et indispensable des gardiens et régulateurs, non plus de la dimension structurelle, mais plutôt de la dimension fonctionnelle. Les biens communs, en tant que biens
à jouissance commun, contraire aux biens à jouissance simplement publique, et à jouissance collective, bien collectif. Donc les biens communs qui appartiennent les biens publics et les biens collectifs qui appartiennent à un sujet ou à un groupe restreint des sujets individuels, les biens communs, par contre, représentent un univers virtuel des sujets qui ne sont pas immédiatement identifiables. Il s'agit des communautés qui ne sont pas représentatives, mais plutôt dans la galaxie peureuse des règles et des procédures qui viennent de la démocratie participative. Ainsi, pour sauvegarder la réalisation des intérêts généraux liés à la fonction sociale des biens domaniaux, il apparaît nécessaire de souder les rapports fonctionnels entre dominus et biens, limitant ainsi la discrétionnarité des pouvoirs du propriétaire sur ces mêmes biens et favorisant au contraire les processus participatifs d'accessibilité et les processus participatifs pour ce qui concerne la jouissance, le droit de jouissance par rapport à ces biens. L'affirmation de la catégorie des biens communs passerait également par un rétrécissement de la dimension autoritaire de l'impérium, déclinée uniquement dans les circuits de la représentation, pour les gouvernements des biens domaniaux, ce qui permettrait de souder les liens entre les biens et les droits. Dans ce nouveau scénario, dans lequel la gestion des biens domaniaux semble ne plus pouvoir se décliner uniquement dans le cadre de la démocratie représentative, il faut un modèle de communitas, de communauté, qui contribuait à sensibiliser un autre versant du droit public, dans lequel, outre les institutions classiques, il y a des autres contre-pouvoirs, des autres checks and balances, et il y a surtout l'affirmation des autres catégories dans le secteur juridique qui sont, et je le dis seulement à titre simplificatif, la démocratie participative, la subsidiarité, les conflits.